Il était en train de mourir devant la porte du commerce lorsqu'elle apparut. Et à ce moment-là, aucun des deux ne savait que cette rencontre changerait tout pour toujours. Pouvez-vous imaginer vivre si seul qu'oublier de manger pendant des jours semble normal? Si rejeté par sa propre famille que dormir dans une chambre de charité devient son seul foyer. Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne de l'Ardèche, en mars 1928, quand le destin décida que deux cœurs brisés devaient se rencontrer. Si vous regardez cette histoire maintenant, laissez-nous en commentaire d'où vous la regardez, votre nom et votre âge. J'adore savoir qui suit ces histoires de dépassement et d'amour véritable. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la clochette pour ne manquer aucune histoire émouvante comme celle-ci. La fièvre commença un jeudi matin, mais Valentin Dubois l'ignora. Il avait 38 ans et depuis 3 ans, il vivait comme s'il était déjà mort. Le soleil était encore bas quand il sentit un frisson lui parcourir le dos. Cette sensation de glace dans les os, même avec la chaleur de mars pesante dans l'air. Il passa sa main sur son visage et trouva sa peau chaude, moite, de sueur froide. Mais il y avait du travail à faire, toujours du travail à faire. Valentine était un homme grand, aux épaules larges, qui portait plus de poids que le seul travail de la terre. Ses cheveux châtains foncés avaient des mèches grises aux tempes, des marques qui n'étaient pas là 3 ans auparavant. Ses grandes mains calleuses tenaient la houe avec une force automatique, des mouvements que son corps connaissait sans avoir besoin de penser. Mais c'étaient ses yeux qui racontèrent la véritable histoire, des yeux marrons qui un jour avaient brillé de joie et qui maintenant ressemblaient à 2 puits profonds, vides, sans lumière. La ferme se trouvait à 2 lieues du village de Saint-Georges, une bonne parcelle de terre avec une maison en bois peinte en blanc, qui fut jadis belle. La peinture s'écaillait sur les murs. Le jardin que Lucille entretenait avec tant de soin était devenu une friche. Les rideaux de dentelle qu'elle avait brodés pendant des mois étaient encrassés, déchirés par endroits. La cuisine, où elle chantait en préparant le déjeuner, accumulait maintenant de la vaisselle sale pendant des jours. Valentin entrait et sortait de la maison comme un fantôme, mangeant peu, dormant encore moins, ne vivant que pour le travail qui le tenait suffisamment occupé pour ne pas penser. Mais penser était inévitable, surtout à l'aube, quand le silence de la maison criait son absence. Lucille avait 23 ans quand elle mourut, des cheveux noirs qui tombaient en vagues dans son dos, un rire facile qui emplissait la maison de joie, des mains petites mais fortes qui travaillaient à ses côtés du lever au coucher du soleil. Il s'était marié quand elle avait 19 ans, il en avait 35. La différence d'âge n'avait jamais importé, ils se comprenaient sans avoir besoin de beaucoup de mots. Elle complétait ses phrases. Il savait quand elle était triste, juste à la façon dont elle remuait son café. Leur mariage était le genre d'union que les gens du village commentaient avec une envie déguisée en admiration. Ils la regardaient comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Elle lui souriait d'une manière qui montrait clairement qu'elle était certaine d'avoir choisi le bonhomme. Pendant les premières années, la maison respirait le bonheur. Valentin se réveillait avant le soleil, juste pour la voir dormir quelques minutes de plus. Lucille préparait ses plats préférés, même lorsqu'elle était fatiguée. Quand ils découvrirent qu'elle attendait un enfant, la joie fut si grande que Valentin rénova toute la maison, peignit les murs, répara le toit, construisit un berceau en bois noble de ses propres mains. Lucille cousait de petits vêtements l'après-midi, fredonnant doucement. Ils passaient les nuits à faire des projets, à choisir des prénoms, à imaginer l'avenir. Mais l'avenir qu'ils avaient rêvé n'arriva jamais. C'était un matin d'avril, il y a 3 ans. La sage-femme fut appelée en urgence quand les douleurs commencèrent. Valentin resta devant la maison, arpentant de long en large, le cœur battant à tout rompre, chaque fois qu'il entendait un gémissement de douleur venant de l'intérieur. Les heures passèrent lentement, torturantes. Madame Claire, la voisine la plus proche, vint aider. Le soleil était haut quand tout devint silencieux, trop silencieux. La sage-femme sortit le visage pâle. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Valentin sut avant qu'elle n'ouvre la bouche.
Il entra dans la chambre et trouva Lucille allongée sur le lit, pâle comme la lune, ses cheveux noirs éparpillés sur l'oreiller. Il semblait qu'elle dormait, mais ce n'était pas le cas. Elle avait perdu beaucoup de sang. La sage-femme avait tout tenté, mais ce ne fut pas suffisant. Valentin tint sa main encore chaude et quelque chose en lui mourut avec elle. Il ne pleura pas à l'enterrement, ne pleura pas les jours suivants, il arrêta simplement de vivre vraiment. Il continua à se réveiller, à travailler, à manger le minimum nécessaire pour ne pas s'évanouir. Mais c'était un homme vide, une coquille sans âme. Les voisins essayèrent d'aider au début. Madame Claire apportait de la nourriture. Le père Antoine venait discuter. Quelques hommes du village offraient leur compagnie. Valentin les remerciait avec une politesse froide et fermait la porte. Il arrêta d'aller au village pour les fêtes, il arrêta d'aller à la messe le dimanche, il arrêta de converser au-delà du strict nécessaire. Quand il devait aller à l'épicerie acheter des provisions, il le faisait rapidement, sans regarder personne dans les yeux, sans s'arrêter pour les conversations qu'il aimait auparavant. Les gens cessèrent d'essayer. Il est difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Valentin devint le veuf solitaire, cet homme dont tous avaient pitié, mais que personne ne savait comment atteindre. Certaines veuves de la région essayèrent de s'approcher avec le temps, apportant des gâteaux, offrant leur aide pour la maison. Il les remerciait et les congédiait. Il ne voulait pas de compagnie. Il ne voulait personne. Il voulait Lucille. Et comme il ne pouvait pas la voir, il préférait le vide. La fièvre qui commença ce jeudi s'aggrava pendant la journée. Valentin l'ignora, têtu, travaillant sous le soleil ardent de mars. Il sarcla le champ de maïs, répara la clôture arrière, nourrit les poules. Quand le soleil commença à descendre, il chancela. Sa vue s'obscurcit un instant, il s'agrippa au poteau de la clôture, respira profondément, espéra que cela passerait, mais cela ne passa pas. Le vendredi matin, il parvint à peine à sortir du lit. Son corps lui faisait mal partout, comme s'il avait été battu. Sa tête battait, sa bouche était sèche, sa langue semblable à du papier de verre. Malgré tout, il se traîna jusqu'à la cuisine, but de l'eau directement de la tasse, mangea un morceau de pain rassis. Il essaya de travailler mais abandonna au bout d'une heure. Il rentra chez lui, s'allongea dans le hamac du porche et dormit d'un sommeil agité, rempli de rêves confus. Le samedi, il savait qu'il devait aller au village chercher des médicaments. La fièvre était élevée, il transpirait et tremblait en même temps, son corps brûlant de l'intérieur. Il prépara son cheval avec difficulté, monta, se tenant fermement à la selle pour ne pas tomber. Le trajet de 2 lieues, qui prenait normalement 40 minutes, lui parut durer une éternité. Il tenait les rênes avec force, la vue brouillée, le monde tournant autour de lui. Saint-Georges était un petit village avec une rue principale en terre battue, bordée de maisons en bois et de quelques-unes en briques. L'église se trouvait au centre, imposante avec ses murs blancs et sa tour surmontée d'une cloche en bronze. De l'autre côté de la place se trouvait l'épicerie de Monsieur Georges, où les hommes se réunissaient pour jouer aux dominos et les femmes achetaient des tissus et des provisions. Il y avait aussi la poste, la petite école à une seule salle, et plus loin la maison du gendarme. Valentin descendit difficilement de son cheval devant l'épicerie. Ses jambes fléchirent. Il s'agrippa au montant de la porte, respira profondément, essayant de contrôler ses vertiges. Monsieur Georges était derrière le comptoir, rangeant des boîtes de conserve. « J'ai besoin de médicaments pour la fièvre », dit Valentin d'une voix rauque. Sa gorge lui faisait mal en parlant. Monsieur Georges le regarda et fronça les sourcils, inquiet. « Vous avez une mine affreuse, Valentin. Cette fièvre dure depuis combien de jours ?»« 3, répondit-il. « Peut-être 4. » L'épicier secoua la tête d'un air désapprobateur et alla chercher une bouteille de quinine dans le placard arrière. Valentin s'agrippa au comptoir, les mains tremblantes. Le sol semblait bouger sous ses pieds. Une vague de chaleur monta dans son corps, suivie d'un froid intense. Il cligna des yeux, essayant de focaliser sa vision qui s'embrouillait de plus en plus. Monsieur Georges revint avec le remède et s'arrêta au milieu du chemin. « Valentin !» l'appela-t-il d'une voix alarmée, mais Valentin ne répondit pas. Le monde tourna violemment.
Les murs de l'épicerie s'inclinèrent et l'obscurité l'engloutit. Il tomba lourdement sur le plancher en bois, le bruit de son corps heurtant le sol, résonnant dans le magasin vide. À cet instant précis, de l'autre côté de la place, Cécile Moreau marchait en direction de l'église, un paquet de tissus sous le bras. Elle avait 27 ans, mais portait le poids de quelqu'un qui avait vécu bien plus. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon serré à la nuque, quelques mèches rebelles s'échappant autour de son visage aux traits délicats. Ses yeux verts, qui auraient pu être beaux si on leur avait permis de briller, était fatigué. Sa peau claire avait la pâleur de celle qui passe des journées entières à coudre dans une pièce sans fenêtre. La robe qu'elle portait était simple, en coton bleu marine, déjà délavé à force d'être lavé, rapiécé au coude avec soin pour que les rapiéçages ne se voient pas trop. Ses chaussures étaient usées, mais propres. Tout chez elle était ainsi. Pauvre, mais digne, simple, mais soigné. Car Cécile avait de la fierté, même quand le monde conspirait pour lui enlever même cela. Elle était née à Saint-Georges, fille de monsieur Armand Moreau, propriétaire de l'une des plus grandes fermes de la région. La famille Moreau était traditionnelle, respectée, craignée. Le père était un homme de poigne qui avait bâti sa fortune avec le café et le bétail, qui allait à la messe tous les dimanches au premier rang, qui faisait des dons aux œuvres de l'Église et attendait de la révérence en retour. Sa mère, Eulalie, était morte quand Cécile avait 15 ans, emportée par une pneumonie lors d'un hiver rigoureux. Cécile avait grandi en sachant broder, coudre, cuisiner, toutes les qualités qu'une jeune fille de bonne famille devait posséder. Elle était intelligente, apprit à lire et à écrire avec facilité. Elle aimait les livres que le curé lui prêtait, mais l'intelligence chez une femme était vue avec méfiance. Son père disait qu'une femme qui pensait trop s'attirait des ennuis. Elle avait 2 frères aînés, Augustin et Félix, qui avaient hérité de la dureté de leur père sans hériter de son sens de la justice. Ils traitaient Cécile comme une propriété familiale, quelque chose à négocier quand le moment serait venu. Et le moment, selon eux, arriva quand elle eut 25 ans. Ce fut le père lui-même qui l'annonça pendant le dîner d'une voix ferme, sans laisser de place à la discussion. « J'ai arrangé ton mariage avec le commandant Olivier Fournier. C'est un veuf, il a des biens, il te donnera une vie confortable. Le mariage est le mois prochain. » Cécile sentit son sang se glacer. Le commandant Olivier avait 58 ans, était veuf pour la 3e fois, et avait la réputation d'un homme violent qui battait ses épouses. Les 2 premières étaient mortes dans des circonstances que les gens commentaient à voix basse. La 3e s'était enfuie chez sa famille et ne s'était jamais remariée. « Je ne l'épouserai pas, » dit Cécile, la voix ferme, malgré la peur. Le silence qui tomba sur la table fut lourd comme du plomb. Armand leva les yeux lentement, sa fourchette suspendue en l'air. « Comment as-tu dit ?»« J'ai dit que je n'épouserais pas le commandant Olivier, » répéta-t-elle, les mains tremblantes sous la table, mais le regard ferme. « C'est un homme mauvais, tout le monde le sait. » La main de son père frappa la table avec tant de force que les assiettes sautèrent. « Tu n'as pas le choix, » tonna-t-il, la voix résonnant dans la pièce. « Je suis ton père et j'ai décidé de ton avenir. Tu te marieras, point final. » Mais Cécile ne céda pas. Pour la première fois de sa vie, elle fit face à son père. « Je ne le ferai pas, » répéta-t-elle. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je n'épouserai pas cet homme. » S'ensuivit une semaine d'enfer. Le père tenta la persuasion, puis les menaces, puis les punitions, l'enferma dans sa chambre, lui interdit de manger. Rien ne fonctionna. Cécile, pour la première fois, découvrit qu'elle avait une colonne vertébrale en acier. Elle préférait mourir de faim plutôt que d'épouser un homme qui, elle le savait, la détruirait. Quand le père réalisa qu'elle ne céderait pas, la décision fut rapide et brutale. Si tu ne veux pas faire partie de cette famille, alors pars, prends tes affaires et va-t'en. Tu es morte pour nous. Cécile fut expulsée de chez elle un froid matin de juin, il y a 2 ans. Elle emporta une valise avec quelques vêtements,
un peu d'argent qu'elle avait économisé et la machine à coudre de sa mère. Ses frères ne dirent pas un mot. Son père ne regarda pas en arrière. La maison, qui avait été la sienne toute sa vie, lui ferma la porte et Cécile se retrouva seule au monde, à 25 ans. Le père Antoine fut celui qui l'accueillit. Il lui offrit la petite chambre au fond du presbytère, un espace humide et sombre qui servait à ranger les affaires de l'église. Cécile transforma cela en foyer, nettoya chaque recoin, blanchit les murs avec le peu d'argent qu'elle avait, accrocha un rideau à la minuscule fenêtre, installa la machine à coudre et commença à travailler. Au début, ce fut difficile. Les femmes du village la regardaient avec un mélange de pitié et de jugement. La fille rebelle des Moreau, la jeune femme qui avait défié son père et avait été expulsée. Certaines avaient de la compassion, mais ne le montraient pas par peur de déplaire à Armand, qui avait du pouvoir dans la région. D'autres l'évitaient simplement, comme si la rébellion était une maladie contagieuse. Mais Cécile cousait bien, très bien. Peu à peu, certaines femmes commencèrent à commander des rapiessages, puis de simples robes, puis des trousseaux. Elles facturaient peu, travaillaient avec soin, livraient dans les délais. La réputation de couturière compétente grandit lentement, mais grandit. Ce n'était pas une vie facile. L'argent qu'elle gagnait suffisait à peine pour la nourriture et les tissus. Mais c'était une vie libre, et cela valait plus que le confort. Pourtant, la solitude pesait. Cécile vivait seule, mangeait seule, travaillait seule. Les autres jeunes femmes du village avaient une famille, des fiancés, des amis. Elle avait sa machine à coudre et la chambre au fond de l'église. Les nuits froides, allongée sur le matelas mince, elle se demandait parfois si elle avait fait le bon choix, si cela n'aurait pas été plus facile d'accepter le mariage, de vivre dans le mensonge, d'avoir au moins le confort matériel. Mais alors, elle se souvenait du regard froid du commandant Olivier, des histoires qu'elle avait entendues à son sujet, et elle savait qu'elle avait bien choisi. Elle préférait être libre et pauvre que prisonnière dans une cage dorée. Cette certitude était ce qui la maintenait debout. Ce samedi de mars, Cécile revenait de chez Madame Simone, qui lui avait commandé une nouvelle robe pour le baptême de son petit-fils. Le paiement avait été bon. 1000 francs, assez d'argent pour acheter du tissu neuf et avoir de la nourriture pour toute la semaine. Elle traversait la place en pensant à s'arrêter à l'épicerie pour acheter du fil quand elle entendit le cri. Monsieur Georges était à la porte de l'épicerie, agitant les bras désespérément. « Belle aide! Un homme s'est évanoui ici !» Cécile ne réfléchit pas à deux fois, laissa tomber son paquet et courut. Quelques hommes qui étaient sur la place s'approchèrent également. Quand elle entra dans l'épicerie, elle vit Valentin étendu sur le sol, inconscient, le visage rouge de fièvre, le corps trempé de sueur. « Il a besoin d'eau et de compresses froides, » dit Cécile d'une voix ferme, s'agenouillant à côté de lui. « Depuis combien de temps est-il ainsi ?»« Il vient de tomber, » répondit Monsieur Georges, les mains tremblantes. « Il est venu chercher des médicaments pour la fièvre. Je suis allé les chercher, et quand je suis revenu, il est tombé. » Cécile posa sa main sur le front de Valentin et sentit la chaleur intense. La fièvre était très élevée, dangereuse. « Nous devons l'emmener quelque part où il pourra se reposer, » dit-elle, regardant autour d'elle. « Ah, quelqu'un le connaît ?»« C'est Valentin Dubois, » dit l'un des hommes, « le veuf qui vit à la ferme du côté du ruisseau. Il vit seul, n'a personne pour s'occuper de lui. » Cécile regarda l'homme inconscient sur le sol, et quelque chose remua dans sa poitrine. Elle connaissait la solitude, elle savait ce que c'était de n'avoir personne, et elle n'allait pas laisser quelqu'un mourir par manque de soins. « Emmenez-le au presbytère, » décida-t-elle. « Je m'occupe de lui. » Il y eut des murmures parmi les hommes. Une jeune femme célibataire s'occupant d'un homme seul. Ce n'était pas approprié, mais Cécile les ignora. « Allons chercher le père Antoine, » demanda-t-elle, « et que quelqu'un apporte de l'eau fraîche et des linges propres. » Les hommes transportèrent Valentin au presbytère. Cécile prépara un simple lit dans le salon, indiquant où le placer. Le père Antoine arriva, inquiet, fronçant les sourcils en voyant la situation, mais ne dit rien.
Il connaissait Cécile suffisamment bien pour savoir que quand elle décidait quelque chose, il était inutile d'argumenter. Pendant 3 jours, Cécile s'occupa de Valentin avec un dévouement qui la surprit elle-même. Elle changeait les compresses froides sur son front toutes les heures. Elle préparait des tisanes qui aidaient à faire baisser la fièvre, essuyait la sueur, mouillait ses lèvres desséchées avec de l'eau. Elle dormit sur la chaise à côté de lui, se réveillant au moindre bruit, attentive au moindre changement. Valentin délirait de fièvre, appelait Lucile, murmurait des mots sans sens, se débattait parfois. Cécile lui tenait la main, parlait doucement, lui disant que tout allait bien, qu'il allait guérir. Elle ne savait pas s'il l'entendait, mais continuait de parler quand même. L'après-midi du 3e jour, la fièvre finit par céder. Valentin ouvrit lentement les yeux, la vision brouillée, confus. Il cligna des yeux, essayant de se concentrer, et la première chose qu'il vit fut le visage de Cécile penché sur lui, ses yeux verts remplis d'inquiétude et de fatigue. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix faible, rauque, après des jours sans l'utiliser. « Au presbytère » répondit Cécile, un petit sourire de soulagement apparaissant sur son visage. « Vous vous êtes évanoui à l'épicerie. Nous vous avons emmené ici. » Valentin tenta de s'asseoir, mais son corps était faible. Cécile posa doucement sa main sur son épaule. « Doucement. Vous avez eu une forte fièvre pendant 3 jours. Vous avez besoin de vous reposer. » Il la regarda avec plus d'attention. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Cécile Moreau. Je me suis occupé de vous. »« Pourquoi » demanda-t-il, sincèrement confus. « Vous ne me connaissez pas. » Cécile hésita. « Bonne question. Pourquoi s'était-elle tant souciée? Pourquoi avait-elle passé 3 jours sans dormir à s'occuper d'un étranger? Parce que personne ne devrait être seul quand il est malade. Elle dit finalement, et parce que je sais ce que c'est de n'avoir personne. Quelque chose dans la façon dont elle dit cela, dans la tristesse qui passa rapidement dans ses yeux verts, toucha Valentin d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis 3 ans. Pour la première fois depuis la mort de Lucile, il regarda une autre personne et la vit vraiment. Il vit une femme fatiguée mais forte, seule mais résistante, triste mais douce. « Merci » dit-il, et cela signifiait plus qu'un simple remerciement pour les soins. Cécile acquiesça. « Je vais vous chercher un bouillon. Vous avez besoin de manger. » Elle sortit de la pièce et Valentin resta allongé, regardant le plafond. Son corps était faible, mais son esprit était clair pour la première fois depuis des jours. Il pensa à la femme aux yeux verts qui s'était occupée de lui. Il pensa à sa manière douce mais ferme. Il pensa à la façon dont, 3 ans auparavant, il aurait ignoré tout cela. Mais maintenant, à ce moment fragile de quasi-mort et de récupération, quelque chose avait fissuré le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Les 2 jours suivants, pendant que Valentin reprenait des forces, ils conversèrent. Au début, juste de petits échanges, des informations de base. Il raconta qu'il était veuf, qu'il vivait seul à la ferme. Elle raconta qu'elle cousait, qu'elle vivait dans la chambre de l'église. Aucun des deux n'entra dans les détails douloureux. Pas encore, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui calmait Valentin. Cécile n'avait pas pitié de lui, ne posait pas de questions gênantes. Elle était simplement là, le soignant, conversant quand il voulait converser, restant dans un silence confortable quand il préférait le silence. Et il y avait quelque chose dans sa présence qui réconfortait Cécile. Valentin ne la jugeait pas. Il ne demanda pas pourquoi elle vivait à l'église, pourquoi elle était seule. Il acceptait simplement, la remerciait des soins avec une sincérité qui ne semblait pas forcée. Le matin où Valentin dit qu'il était assez bien pour rentrer chez lui, ils étaient tous les deux dans le petit jardin derrière l'église. Le soleil de mars était doux, agréable. Cécile avait apporté du thé et du pain avec de la confiture. « Votre maison à la ferme » commença Valentin, hésitant. « Ça doit être difficile de s'en occuper seul. » Cécile le regarda, curieuse. « Oui, » admit-il. « Je n'ai pas le talent pour ces choses. La maison est à l'abandon. Je ne fais que travailler et dormir. » Elle acquiesça, comprenant.
Elle voyait qu'il était un homme brisé par la perte, vivant en pilote automatique. Elle connaissait le genre de vide qu'il portait, peut-être pas le même type que le sien, mais un vide quand même. Je pensais, continua Valentin, les mots sortant lentement, comme s'il testait chacun d'eux. Ah, si vous ne voudriez pas travailler à la ferme comme gouvernante, prendre soin de la maison, préparer les repas, je paierais et vous auriez votre propre chambre, de la nourriture, un meilleur confort que... Il gesticula vaguement vers la petite chambre sombre où elle vivait. Cécile resta silencieuse un long moment. La proposition était tentante, vivre à la ferme avec de l'espace, de l'air frais, un travail digne, mais elle savait aussi ce que cela signifierait, une jeune femme célibataire vivant avec un homme veuf. Les langues du village allaient se délier. Ils parlaient déjà d'elle, imaginée avec cette raison supplémentaire. Mais alors elle regarda la chambre sombre au fond de l'église, où la machine à coudre tenait à peine. Elle regarda ses mains calleuses à force de travailler. Elle pensa aux nuits solitaires, à la vie qui n'était que survie, et prit sa décision. « J'accepte, dit-elle. Valentin laissa échapper un soupir qu'il ne savait pas retenir. « Quand pouvez-vous commencer ? Demain, si vous voulez. Demain ?» Alors, ils se regardèrent un long moment, et quelque chose passa entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour. Non, c'était de la reconnaissance. Deux naufragés qui avaient trouvé une planche de salut l'un dans l'autre. Deux solitaires qui n'avaient peut-être pas besoin d'être si seuls. Le lendemain, Cécile rangea ses quelques affaires dans une valise. Elle remercia le père Antoine, qui la regarda avec inquiétude, mais dit seulement qu'elle serait toujours la bienvenue si elle avait besoin de revenir. Elle monta dans la charrette de Valentin avec sa machine à coudre, et ils s'engagèrent sur le chemin de terre en direction de la ferme. La maison qu'elle trouva était pire qu'elle ne l'imaginait. Belle de l'extérieur, mais complètement à l'abandon à l'intérieur, vaisselle sale empilée dans l'évier, vêtements éparpillés, poussière épaisse sur chaque surface, toiles d'araignée dans les coins, le jardin de devant complètement envahi par la végétation. C'était la maison de quelqu'un qui avait renoncé à vivre. Cécile ne dit rien, se retroussa simplement les manches de sa robe et commença à travailler. Valentin lui montra la chambre qui serait la sienne, une pièce simple mais spacieuse, avec un lit en fer et une armoire en bois. Il y avait une grande fenêtre qui donnait sur le verger arrière. La lumière naturelle y entrait généreusement. C'était un palais, comparé à la chambre de l'église. « Je vous laisse vous installer, » dit Valentin à la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai au champ. » Il sortit, et Cécile resta seule dans la chambre. Elle posa la valise sur le lit, se dirigea vers la fenêtre, regarda le verger, des poiriers chargés de fruits, des cerisiers, un parterre de fleurs qui fut jadis beau et pouvait le redevenir. Elle respira profondément l'air frais qui sentait la terre mouillée et la végétation. Pour la première fois depuis 2 ans, elle sentit quelque chose dont elle avait oublié le nom. Il lui fallut un instant pour reconnaître l'espoir. Petit, fragile, mais là. Dans les jours qui suivirent, Cécile transforma la maison. Elle nettoya chaque recoin, lava les rideaux, organisa la cuisine, coupa les herbes du jardin, cuisina des repas que Valentin mangeait en silence, mais elle remarqua qu'il mangeait tout, contrairement à avant où il touchait à peine la nourriture. Elle laissait des fleurs fraîches sur la table de la cuisine. Elle ouvrait les fenêtres pour laisser entrer le soleil. La maison commença à respirer de nouveau et Valentin commença à percevoir des changements en lui-même. Il attendait avec impatience l'heure du déjeuner, non pas pour la nourriture, mais pour la compagnie. Cécile racontait de petites histoires pendant qu'il mangeait. Rien de profond, juste de petites observations sur la journée, sur les oiseaux qu'elle avait vus, sur la recette qu'elle avait apprise de sa mère. Valentin écoutait et parfois même souriait. De petits sourires, mais c'étaient des sourires. Un après-midi, il réparait la clôture quand la pluie arriva soudainement, une de ces averses estivales. Valentin courut à la maison trempé, et Cécile l'attendait déjà avec une serviette et du thé chaud. Elle avait préparé des biscuits. Ils s'assirent dans la cuisine, écoutant la pluie battre sur le toit de zinc, buvant du thé, mangeant des biscuits encore tièdes.
Vous êtes doué pour ça, dit Valentin soudain. Doué pour quoi? Demanda Cécile. À faire d'une maison un foyer. Elle le regarda, surprise. C'était le commentaire le plus personnel qu'il lui ait fait depuis son arrivée. Merci, répondit-elle doucement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Il continua, et il y avait de la douleur, mais aussi quelque chose de plus. Qu'il y ait quelqu'un ici, que je ne sois pas seul. Cécile sentit son cœur se serrer. Je sais ce que c'est, dit-elle doucement. La solitude. Il y a des nuits où elle pèse si fort qu'on arrive à peine à respirer. Valentin la regarda dans les yeux, vraiment, et y vit la même douleur qu'il portait. Des raisons différentes, le même résultat. 2 personnes seules au monde. « Pourquoi vivez-vous seul ?» demanda-t-il. « Vous êtes jeune, jolie, vous travaillez bien, vous devriez avoir une famille, un mari. » Cécile hésita. Personne ne lui avait posé cette question directement. « J'ai une famille, dit-elle finalement, mais ils ne veulent plus de moi. » Et lentement, sous la pluie qui tombait dehors et le thé qui refroidissait dans les tasses, elle raconta. Elle raconta le mariage arrangé, le refus, l'expulsion. Valentin écoutait en silence, la mâchoire se crispant quand elle décrivait le commandant Olivier, les yeux s'assombrissant de colère quand elle raconta comment son père l'avait chassée de chez elle. « Vous avez fait le bon choix, » dit-il quand elle eut fini. « C'était courageux, la plupart auraient cédé. » « Je ne sais pas si c'était du courage ou de l'entêtement, » dit Cécile avec un petit rire sans joie. « Y a-t-il une différence ?» demanda Valentin. Et il y avait un petit sourire sur ses lèvres. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire vraiment. Cela changeait tout son visage, faisait briller un peu ses yeux, le faisait paraître plus jeune, moins brisé. « Et vous ?» Cécile osa demander. « Comment avez-vous perdu votre femme ?» Le sourire disparut, mais il ne détourna pas le regard. « Des complications à l'accouchement, » dit-il simplement. « Il y a 3 ans. Elle s'appelait Lucille. »« Je suis désolé, » dit Cécile, et c'était sincère. « Moi aussi. » Valentin regarda la fenêtre où la pluie ruisselait. « J'ai arrêté de vivre quand elle est morte. J'existais seulement, mais je ne vivais pas. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda. « Maintenant, je ne sais pas, mais il est moins difficile de se réveiller le matin. » Ils restèrent en silence, mais c'était un silence confortable. 2 cœurs blessés partageant leur douleur sans jugement, sans attente, juste de la compréhension. La pluie passa, le soleil revint, illuminant la cuisine propre qui sentait les biscuits fraîchement cuits. Valentin retourna travailler au champ. Cécile retourna à ses tâches ménagères, mais quelque chose avait changé entre eux. Une porte s'était ouverte, juste une fente, mais assez pour laisser passer la lumière. Les jours passèrent et devinrent des semaines. La routine s'installa. Valentin se réveillait tôt. Cécile était déjà à la cuisine, préparant le café. Ils prenaient le café ensemble, parfois conversant, parfois en silence. Il allait au champ, elle s'occupait de la maison, ils déjeunaient ensemble. L'après-midi, ils travaillaient, elle cousait sur la véranda, ils dînaient ensemble. Le soir, ils lisaient un vieux journal, elle brodait, parfois ils conversaient. C'était de petits moments. Il lui apprenait à reconnaître quand le maïs était prêt à être récolté, elle lui montrait comment faire le pain qu'il aimait tant. Il lui apportait des fleurs des champs pour qu'elle les mette sur la table, elle rapiéçait sa chemise préférée avec soin. Un jour, Valentin lui apprenait à planter des tomates dans le potager. Il se tenait derrière elle, lui montrant comment faire le trou à la bonne profondeur. Ses mains guidèrent les siennes dans la terre. Ce fut un moment bref, simple, mais tous deux le sentirent. La petite électricité du contact, la chaleur qui n'était pas seulement celle du soleil, le cœur s'accélérant sans raison apparente. Ils s'éloignèrent rapidement gênés, mais la graine avait été plantée et ce n'était pas seulement celle des tomates. Une autre nuit, Cécile n'arrivait pas à dormir. Elle descendit à la cuisine chercher de l'eau et trouva Valentin assis dans l'obscurité du porche, regardant le ciel étoilé. « Puis-je vous tenir compagnie ?» demanda-t-elle doucement. « S'il vous plaît. »
répondit-il. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui. Ils restèrent silencieux un moment, regardant juste les étoiles. Finalement, Valentin parla. « J'avais l'habitude de m'asseoir ici avec Lucille. Nous passions des heures à parler de tout et de rien. Quand elle est morte, j'ai arrêté de venir sur le porche. C'était trop douloureux. »« Et maintenant ?» demanda Cécile doucement. « Maintenant, ça fait encore mal. Mais c'est une douleur différente. Ce n'est pas une douleur qui tue. C'est une douleur qui rappelle que j'ai vécu quelque chose de beau. » Elle devait être très spéciale. Elle l'était. Valentin regarda Cécile. « Et j'aimerais toujours son souvenir, mais je ne peux pas vivre seulement de souvenirs pour toujours. Non, vous ne pouvez pas. » Cécile acquiesça. « Les vivants doivent vivre. Les vivants doivent vivre, » répéta-t-il comme s'il testait l'idée. Puis il ajouta plus bas. « Et les solitaires n'ont peut-être pas besoin de rester solitaires pour toujours. » Cécile sentit son cœur s'emballer, le regarda et vit qu'il la regardait déjà. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas seulement de la gratitude ou de l'amitié, c'était de l'intérêt, c'était une possibilité, c'était le début de quelque chose que tous deux avaient peur de nommer. Mais avant que l'un d'eux ne puisse dire autre chose, le bruit de chevaux qui approchaient brisa le moment. Ils se levèrent alarmés. Des visites à cette heure de la nuit n'étaient pas normales. Valentin descendit du porche, tandis que Cécile restait sur la dernière marche, le cœur battant à tout rompre pour une raison différente. Maintenant, 2 cavaliers apparurent dans la faible lumière de la lune. Quand ils s'approchèrent, Cécile sentit son sang se glacer, elle reconnut les chevaux, reconnut les hommes. C'étaient ses frères, Augustin et Félix Moreau, et à leur visage fermé, ce n'était pas une visite amicale. Augustin Moreau descendit de cheval d'un mouvement brusque, sa botte claquant fort sur la terre. Il avait 35 ans. Il était grand comme son père, avec le même regard dur et la même mâchoire carrée. Félix, 3 ans plus jeune, le suivait de près. Tous deux portaient des vêtements d'équitation coûteux, des chapeaux de cuir fin, des éperons qui tintaient à chaque pas. C'étaient des hommes habitués à être obéis. « Cécile » dit Augustin sans salutation, sans gentillesse. Sa voix était un ordre, pas un appel. « Je suis venu te chercher. » Valentin se plaça instinctivement entre les frères et Cécile. « Bonsoir, » dit-il d'une voix calme, mais ferme. « Je suis Valentin Dubois, propriétaire de cette ferme. En quoi puis-je vous aider ?» Augustin le mesura d'un regard de mépris. « Ce n'est pas votre affaire. C'est une question de famille. Ma sœur rentre chez nous maintenant. » Cécile descendit les marches du porche, la peur initiale cédant la place à la colère. « Je ne vais nulle part avec vous, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai cessé d'être votre famille, il y a 2 ans, vous vous souvenez, quand vous m'avez jeté à la rue comme un chien. »« Tu as déshonoré notre nom, » cracha Félix. « Mais papa est prêt à pardonner si tu reviens maintenant. »« Pardonner ?» Cécile rit sans humour. « Pardonner quoi? De ne pas avoir accepté d'épouser un homme qui bat les femmes, d'avoir choisi ma propre vie ?» Augustin fit un pas en avant, menaçant. « Tu ne choisis rien. Tu es une Moreau, tu as des obligations, et maintenant tu es ici, faisant une honte encore pire, vivant avec un homme qui n'est même pas ton parent sans être marié. Tout le village en parle. » C'est alors que Valentin comprit. Ce n'étaient pas seulement des frères inquiets, c'étaient des hommes préoccupés par leur réputation, par ce que les gens diraient. « Madame Cécile travaille ici comme gouvernante, » dit-il d'une voix froide. « Elle gagne un salaire honnête pour un travail honnête, elle a sa propre chambre et est traitée avec respect. Il n'y a rien de mal à cela. »« Gouvernante ?» Augustin cracha pratiquement le mot. Tout le monde sait ce que fait une femme célibataire vivant avec un homme seul. Vous êtes en train de ruiner ce qui reste de sa réputation, et la nôtre avec. Valentin sentit la colère monter pour la première fois depuis des années. Une vraie colère, le genre qui fait bouillir le sang. « Faites attention à ce que vous dites sur ma propriété, » avertit-il. « Madame Cécile est une femme honorable.
Ceux qui la ruinent, ce sont vous qui l'avez expulsée quand elle en avait le plus besoin. Félix posa sa main sur sa hanche où il portait un revolver, un geste subtil mais clair de menace. Nous ne voulons pas de problème, dit-il. Nous voulons juste ramener notre sœur là où elle appartient. Je n'appartiens à aucun endroit où vous êtes, dit Cécile. Et il y avait de la force en elle maintenant, une force qui venait de mois de survie, de travail acharné, de dignité maintenue contre vent et marée. Vous m'avez abandonné. Maintenant, vous ne pouvez pas simplement décider que vous voulez me récupérer parce que je vous cause de l'embarras. Ce n'est pas toi qui décides, dit Augustin, faisant un pas de plus. Papa nous a envoyés te chercher et nous ne repartons pas sans toi. Valentin bougea, se plaçant complètement entre Cécile et les frères. Elle ne partira pas, dit-il simplement. Sa voix était basse, mais il y avait de l'acier en elle. L'acier d'un homme qui avait peu à perdre et qui ne permettrait pas une injustice devant lui. Les deux frères échangèrent des regards. Augustin mesura Valentin d'un œil calculateur. Il était plus petit que les Moreau, mais il y avait quelque chose en lui, une fermeté qui n'était pas là à leur arrivée. Ce n'était pas un homme qui céderait facilement. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, avertit Augustin. Notre père est un homme puissant dans la région. Il peut vous rendre la vie très difficile. Qu'il le fasse alors, répondit Valentin sans hésiter. Je n'ai pas peur d'un homme qui expulse sa propre fille. Il y eut un silence tendu. Cécile voyait la main de Félix encore près du revolver. Son cœur battait si fort qu'il semblait qu'il allait sortir de sa poitrine. Valentin se mettait en danger pour elle. Il défiait l'une des familles les plus puissantes de la région pour elle. « Ça ne va pas en rester là, » dit Augustin, reculant finalement d'un pas. « Vous regretterez de vous être mêlé de ce qui ne vous regarde pas. »« J'ai déjà regretté beaucoup de choses dans ma vie, » dit Valentin. « Défendre une femme honnête n'en fera pas partie. » Les frères montèrent à cheval avec une colère contenue. Augustin regarda Cécile une dernière fois. « Quand papa saura ça, il y aura des conséquences pour vous et pour votre patron. » Ils partirent au galop, la poussière s'élevant derrière eux sur le chemin. Valentin et Cécile restèrent immobiles dans le silence qui suivit, le cœur de tous deux battant encore. Finalement, elle laissa échapper l'air qu'elle retenait. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-elle doucement. « Maintenant, ils vont vous rendre la vie infernale. »« Qu'ils essaient, » répondit Valentin, mais quand il la regarda, son expression s'adoucit. « Vous allez bien ?»« Oui. » Elle mentit. Ses mains tremblaient. Valentin le vit et, sans réfléchir, prit ses mains dans les siennes. Elles étaient grandes et calleuses, chaudes et fermes. Il tint ses mains avec une douceur qui contrastait avec la force qu'il avait démontrée quelques minutes auparavant. « Personne ne vous enlèvera d'ici contre votre volonté, » dit-il, la regardant dans les yeux verts. « Tant que vous voudrez rester, vous resterez, peu importe qui vient. » Cécile sentit les larmes lui brûler les yeux. Il y a 2 ans, personne ne la défendait. Personne ne se tenait à ses côtés. Et maintenant, cet homme qu'elle connaissait depuis quelques semaines était prêt à affronter une famille puissante pour elle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix se brisant. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Valentin hésita, ses mains tenaient toujours les siennes. « Parce que vous m'avez rappelé ce que c'est de ressentir quelque chose au-delà du vide, » dit-il finalement. « Parce que vous avez ramené la vie dans cette maison, en moi, et parce que... » Il s'arrêta cherchant ses mots. « Parce que quand je vous regarde pour la première fois depuis 3 ans, je sens que l'avenir n'est peut-être pas seulement un désert vide devant moi. » Le crépuscule tomba, leurs mains entrelacées, leurs yeux fixés l'un sur l'autre. Le petit espace qui les séparait semblait vibrer d'un non-dit, mais fortement ressenti. Cécile fit un pas en avant. Valentin ne recula pas. Ils étaient si près maintenant qu'elle pouvait voir les petites rides autour de ses yeux, la mèche grise qui traversait sa tempe, la façon dont sa respiration s'était accélérée. « Valentin » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question, ce n'était pas une affirmation, c'était juste son nom, mais chargé de tout ce qu'elle ne savait pas dire. Il leva la main lentement, hésitant, et toucha son visage.
Le toucher était léger, comme une aile de papillon, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Les doigts calleux tracèrent la ligne de sa mâchoire, et Cécile ferma les yeux, sentant la chaleur de ce simple contact se répandre dans tout son corps. Mais alors, Valentin recula, laissant tomber sa main. « Mais il est encore tôt, » dit-il doucement. « Pour moi, pour vous, pour ça. » Cécile ouvrit les yeux et vit la lutte sur son visage, le désir contre la culpabilité, la volonté d'aller de l'avant contre la peur de trahir la mémoire. Elle comprit et ressentit la même chose, même avec le cœur serré de déception et de soulagement mêlés. « Vous avez raison, » acquiesça-t-elle. « Il est tôt. » « Mais un jour peut-être que non, » dit-il, et il y avait une promesse dans ces mots. « Un jour, peut-être que non, » répéta-t-elle. Ils rentrèrent dans la maison, chacun dans sa chambre, mais aucun des deux ne dormit vraiment cette nuit-là. Cécile, allongée, regardant le plafond, la main sur son visage où il l'avait touché. Valentin, assis au bord du lit, la tête dans les mains, se demandant s'il était prêt à ressentir de nouveau, s'il avait le droit de ressentir de nouveau. Les jours qui suivirent furent étranges. Il y avait une nouvelle tension entre eux, mais ce n'était pas une mauvaise tension, c'était une conscience. Conscience de chaque contact accidentel, de chaque regard qui durait une demi-seconde de plus, de chaque sourire partagé. Ils dansaient autour de ce qui grandissait entre eux sans encore oser le nommer. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec quelqu'un qui aime aussi les histoires émouvantes d'amour véritable. Une semaine après la visite des frères, Valentin alla au village chercher des provisions. Il revint le visage fermé, les épaules tendues. Cécile remarqua immédiatement que quelque chose s'était passé. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en l'aidant à décharger les sacs. « Votre père, » dit Valentin, « il raconte des histoires sur nous dans le village, disant que nous vivons dans le péché, que vous êtes... » Il hésita, ne voulant pas répéter les mots cruels. « Que je me vends » compléta Cécile d'une voix amère. Ce n'était pas une surprise. Elle savait que son père n'allait pas laisser cela passer. Valentin sentit sa mâchoire se serrer de colère. « Il dit aussi que je suis un profiteur, que j'ai profité de votre désespoir pour vous avoir. » Il ne finit pas. Cécile sentit la honte lui brûler les joues, non pas à cause de l'accusation elle-même, car elle savait que c'était faux, mais parce qu'elle savait ce que cela signifiait. Les gens allaient croire. Ils croyaient toujours les puissants, et M. Armand Moreau était très puissant. « Les gens ont cru » demanda-t-elle doucement. « Certains oui, d'autres, je ne sais pas. Monsieur Georges de l'épicerie m'a regardé avec mépris. Madame Simone a tourné la tête quand je suis passé, mais Madame Claire est venue me parler. Elle a dit qu'elle ne croyait pas un mot, et que nous étions victimes d'une injustice. Il y a toujours ceux qui croient, et ceux qui ne veulent pas croire, dit Cécile fatiguée. Et les puissants gagnent toujours cette bataille. Pas toujours, dit Valentin avec fermeté. Non, si on ne les laisse pas faire. Comment ne pas les laisser faire ? Demanda Cécile. Ce ne sont que nos mots contre les siens. Et il a de l'argent, des propriétés, de l'influence. Nous n'avons rien de tout cela. Nous avons la vérité, dit Valentin, et nous avons la dignité. Et s'il le faut, il s'arrêta réfléchissant, s'il le faut, nous mettrons fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Comment ? En nous mariant, dit-il simplement. Le silence qui tomba fut profond. Cécile le regarda avec de grands yeux, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « En nous mariant » répéta-t-elle. Valentin semblait aussi surpris qu'elle par sa propre suggestion, mais maintenant qu'il l'avait dite, il ne recula pas. « Réfléchissez bien, » dit-il. « Si nous nous marions, les ragots s'arrêtent, votre père n'aura plus rien à dire. Vous serez protégé légalement. Et moi ?» Il hésita. « Je ne me sens plus aussi seul avec vous ici. »« Mais vous ne m'aimez pas, » dit Cécile doucement. « Vous aimez toujours Lucille. »« J'aimerais toujours son souvenir, » admit Valentin. « Mais elle est partie, Cécile,
Elle est partie, et je suis resté. Et rester seul pour le reste de ma vie ne la ramènera pas. Sa voix s'adoucit. Je vous apprécie. J'aime votre compagnie. J'aime la façon dont vous faites de cette maison un foyer. J'aime me réveiller en sachant que vous êtes ici. Ce n'est pas la même chose qu'avec Lucille, mais c'est quelque chose et peut-être que quelque chose est suffisant pour commencer. Cécile sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait crier oui, qu'elle acceptait, mais une partie d'elle, la partie sensée, hésitait. « Et vous ?» demanda Valentin. « Vous ressentez quelque chose pour moi ? Ou est-ce seulement de la gratitude pour l'abri que je vous ai donné ?» Elle réfléchit à la question. Ce n'était pas seulement de la gratitude, elle le savait. C'était la façon dont son cœur s'accélérait quand il entrait dans la pièce. C'était la façon dont elle cherchait des excuses pour rester près de lui. C'était la façon dont elle souriait seule quand il faisait un commentaire amusant. C'était la façon dont elle avait ressenti une peur sincère quand ses frères l'avaient menacée. « Ce n'est pas seulement de la gratitude, admit-elle finalement. Je me soucie de vous plus que je ne le devrais pour une gouvernante. Je m'inquiète quand vous partez et tardez. Je suis heureuse quand vous arrivez. J'aime discuter avec vous à la fin de la journée. J'aime la façon dont vous me regardez, comme si je valais quelque chose. »« Vous valez, » dit Valentin avec intensité. « Vous valez beaucoup. » Ils se regardèrent un long moment. Ce n'était pas une déclaration d'amour passionné. Ce n'était pas un roman de contes de fées. C'était quelque chose de plus réel, de plus solide. C'étaient deux adultes blessés, trouvant réconfort et possibilité l'un dans l'autre. « Alors, on se marie ?» demanda Valentin. « On se marie », confirma Cécile. Ce ne fut pas une demande romantique. Il n'y eut pas de genoux à terre, pas d'anneaux, pas de mots fleuris d'amour éternel, mais c'était honnête, c'était réel, et d'une certaine manière, c'était parfait pour eux. Ils se marièrent 2 semaines plus tard, lors d'une simple cérémonie à la chapelle du village. Le père Antoine officia, bien qu'il ait exprimé des inquiétudes en privé. Madame Claire et son mari furent les témoins. Quelques personnes seulement assistèrent, celles qui ne croyaient pas au ragot ou qui ne s'en souciaient pas. Cécile portait une simple robe de coton blanc, qu'elle avait cousue elle-même. Il n'y avait pas de voile, pas de couronne de fleurs, mais elle était belle, les cheveux lâchés pour la première fois depuis que Valentin la connaissait, tombant en vagues châtains sur ses épaules. Ses yeux verts brillaient, non pas d'une joie incontrôlable, mais d'une espérance prudente. Valentin portait le costume qu'il avait gardé pendant des années, le même qu'il avait porté à son mariage avec Lucille. Une partie de lui se sentait coupable de cela, mais c'était le seul costume qu'il avait. Il était plus ample maintenant. Il avait maigri pendant ces années de solitude, mais il était propre, bien repassé, grâce à Cécile. La cérémonie fut rapide, les mots traditionnels furent prononcés, les vœux furent échangés. Quand le père Antoine dit qu'ils pouvaient s'embrasser, il y eut une hésitation. C'était leur premier baiser. Valentin se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un contact bref, chaste, mais il y avait une promesse en lui. Quand ils sortirent de la chapelle, en tant que mari et femme, le soleil était fort. La petite foule jeta du riz. Madame Claire pleurait d'émotion. Mais de l'autre côté de la place, Cécile vit son père et ses frères. Ils ne s'approchèrent pas, mais leur regard était d'une pure colère. Le père cracha par terre, montrant son mépris avant de tourner le dos et de partir. Cécile sentit la douleur familière du rejet, mais alors elle sentit la main de Valentin serrer la sienne, ferme et chaude. Elle le regarda et vit un soutien silencieux. « Vous avez une famille maintenant », dit-il doucement. « Moi. » La fête fut petite chez Madame Claire. De la nourriture simple mais abondante, des rires sincères, une joie modeste. Valentin but un verre de vin, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Cécile mangea à sa faim pour la première fois depuis longtemps. Ils dansèrent une valse maladroite dans la pièce exiguë, riant de leurs propres faux pas. Quand ils rentrèrent à la ferme, il faisait déjà nuit.
La lune était pleine, illuminant la route d'argent. Aucun des deux ne parla pendant le trajet. Il y avait une tension, mais c'était une tension d'anticipation, de ne pas savoir à quoi s'attendre de leur première nuit ensemble. Quand ils arrivèrent à la maison, Valentin alluma les lanternes. Cécile resta immobile dans le salon, soudain nerveuse. Ils n'avaient pas parlé de cette partie, de ce que le mariage signifiait au-delà des papiers signés et de la protection légale. Valentin remarqua sa nervosité. « Votre chambre reste la vôtre, dit-il doucement. Vous n'avez rien à changer si vous ne voulez pas. Ce mariage peut être ce que nous voulons qu'il soit. » Cécile le regarda. Cet homme qui était devenu son mari, mais qui restait un mystère à bien des égards. « Et qu'est-ce que vous voulez qu'il soit ?» demanda-t-elle doucement. Il s'approcha lentement. « Je veux qu'il soit réel. » Il dit. « Je ne veux pas d'un mariage de façade, mais je ne veux pas non plus précipiter les choses. Je veux que nous ayons le temps de nous connaître vraiment, de voir si cela... » Il gesticula entre eux. « Si cela peut devenir quelque chose de plus ?»« Et si ça peut ?» demanda-t-elle. « Si ça peut, alors nous le construirons ensemble, » répondit Valentin. Lentement, correctement. Cécile acquiesça. Elle était soulagée et en même temps un peu déçue. C'était une confusion de sentiments qu'elle ne savait pas démêler. « Merci, dit-elle, de ne pas exiger, de me donner le choix. Vous aurez toujours le choix avec moi, promit Valentin. Ils se séparèrent pour leurs chambres respectives. Mais avant que Cécile ne ferme la porte, il l'appela. « Cécile !» Elle se retourna. « Je suis heureux que vous ayez accepté, dit-il. Heureux, vraiment. » Elle sourit et c'était un vrai sourire qui illuminait son visage. Moi aussi. Les jours passèrent et devinrent de nouveau des semaines, mais maintenant c'était différent. Ils étaient mari et femme, devant la loi et devant Dieu. Les ragots dans le village diminuèrent, remplacés par d'autres nouvelles. Le père de Cécile cessa de répandre des mensonges, réalisant probablement qu'il avait perdu cette bataille. Mais entre Valentin et Cécile, quelque chose grandissait. C'était de petites choses. Il commença à embrasser son front le matin avant de partir pour les champs. Elle commença à laisser sa main plus longtemps que nécessaire sur son épaule lorsqu'elle servait le dîner. Ils restaient à discuter plus tard, assis sur le porche sous les étoiles, partageant des histoires d'enfance, d'anciens rêves, des peurs secrètes. Une nuit, 2 semaines après le mariage, il y eut une violente tempête. Des éclairs zébraient le ciel, des coups de tonnerre secouaient la maison. Cécile lisait dans sa chambre quand elle entendit un léger coup à la porte. « Entrez » dit-elle. Valentin ouvrit la porte, hésitant. « Excusez-moi de vous déranger, je voulais juste voir si vous alliez bien. » « Vous avez peur des orages ?»« Un peu, » admit-elle. « Quand j'étais petite, ma mère restait avec moi pendant les orages. Depuis qu'elle est morte, je suis seule avec la peur. » Il hésita à la porte. « Voulez-vous de la compagnie ?»« Oui, » dit-elle sans hésiter. Valentin entra et s'assit sur la chaise près du lit. Ils conversèrent pendant que la tempête faisait rage dehors. Il raconta les orages qu'il voyait enfant, comment son père disait que ce n'étaient que des nuages qui se chamaillaient. Elle raconta comment sa mère chantait pour la calmer, elle et ses frères. À un moment de la nuit, Cécile s'endormit. Valentin allait partir, mais il la regarda dormir et quelque chose remua dans sa poitrine. Elle semblait plus jeune en dormant, plus vulnérable, ses traits doux, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, belle d'une manière qu'il avait commencé à percevoir de plus en plus. Il la couvrit avec la couverture, avec soin pour ne pas la réveiller. Il resta là à l'observer un instant et réalisa avec surprise et une touche de peur qu'il commençait à ressentir quelque chose de plus profond que l'amitié ou la commodité. Il commençait à vraiment s'attacher, peut-être même plus que cela. Il retourna dans sa chambre, mais eut du mal à s'endormir. Il pensa à Lucille, à ce que cela ferait de ressentir quelque chose pour une autre personne après si longtemps,
si c'était une trahison, ou si c'était juste continuer à vivre. Il décida que Lucille, qui était bonne et généreuse, n'aurait pas voulu qu'il vive seul pour toujours. Elle aurait voulu qu'il soit heureux. Et peut-être, juste peut-être, le bonheur était-il possible avec la femme aux yeux verts qui dormait dans la chambre d'à côté. Le lendemain matin, il se réveilla avec une odeur de café et de pain frais. Il descendit et trouva Cécile dans la cuisine, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, les pieds nus, fredonnant doucement. La scène était si domestique, si accueillante, qu'il s'arrêta à la porte, juste à observer. Elle remarqua sa présence et se tourna en souriant. « Bonjour, dit-elle. J'ai fait du pain frais, il est encore chaud. »« Bonjour, répondit-il, et il y avait une tendresse dans sa voix qui n'était pas là auparavant. Ils prirent le café ensemble, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une nouvelle douceur, une intimité qui allait au-delà du quotidien partagé. Plus tard, ce jour-là, Valentin réparait le toit de la grange quand il vit la charrette arriver. Il descendit de l'échelle, préparé à un problème, mais se détendit en voyant que c'était seulement Madame Claire avec un panier couvert. Cécile sortit pour accueillir la voisine. Les deux femmes conversèrent joyeusement tandis que Valentin observait de loin. C'était bon de voir Cécile rire, ayant une amie, étant traitée avec le respect qu'elle méritait. Madame Claire avait apporté des douceurs et des recettes, et resta pour le thé de l'après-midi. Quand la voisine partit, Cécile retourna à la cuisine, radieuse. « Elle m'a invitée au groupe de couture de l'église », raconta-t-elle avec enthousiasme. « Les femmes se réunissent tous les mercredis pour coudre et discuter. Je peux y aller ?»« Bien sûr que vous pouvez, » dit Valentin. « Pourquoi ne pourriez-vous pas ?»« Je ne sais pas, » dit-elle. « Je pensais que vous ne voudriez peut-être pas que je sorte. »« Cécile, » dit-il, « vous n'êtes pas une prisonnière, vous êtes mon épouse, pas ma propriété. Vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous voulez. Je vous demande seulement d'être heureuse. » Elle le regarda avec une gratitude qui était presque une douleur. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. « Merci, » murmura-t-elle. Il s'approcha, et pour la première fois depuis leur mariage, la serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte passionnelle, c'était une étreinte de réconfort, de tendresse. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre fermement. Ses bras autour d'elle étaient forts, mais doux. Quand ils se séparèrent, leurs yeux se rencontrèrent. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui grandissait, prenant forme. Valentin leva la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Le contact s'attarda sur sa joue. « Cécile, » commença-t-il. Sa voix était rauque. « Mais il fut interrompu par un bruit fort venant de la route. Des chevaux s'approchant à toute vitesse. Beaucoup de chevaux. Ils se séparèrent rapidement et sortirent voir ce que c'était. Ce qu'ils virent leur glaça le sang. Un groupe de 10 hommes à cheval, mené par monsieur Armand Moreau et ses fils, tous armés, tous avec des expressions sombres. « Valentin Dubois !» cria Armand d'une voix tonitruante. « Je veux vous parler maintenant. » Valentin plaça Cécile derrière lui instinctivement. « Vous pouvez parler d'où vous êtes, » répondit-il. Armand descendit de cheval lentement, un homme grand et imposant qui inspirait respect et peur. « J'ai appris que vous avez épousé ma fille, » dit-il. « Nous nous sommes mariés, oui, légalement, devant Dieu et des témoins. »« Sans ma permission, » accusa le fermier. « Elle a 27 ans, elle n'a pas besoin de permission, » répliqua Valentin. Armand serra les poings, mais contrôla sa colère. « Je suis venu faire une proposition, » dit-il. « Nous annulons ce mariage, vous recevez une bonne compensation financière et ne vous approchez plus jamais de ma fille. »« Non, » dit Valentin simplement. « Non » répéta le fermier, incrédule. « Savez-vous combien d'argent j'offre ?»« Je m'en fiche, » dit Valentin. « Ma femme n'est pas à vendre, et même si elle l'était, c'est elle qui décide, pas moi. » Armand regarda Cécile derrière Valentin. « Vous, jeune femme, vous avez encore une chance de réparer votre erreur. Rentrez à la maison. Nous annulons ce mariage ridicule et vous épousez quelqu'un de vrai. »
Cécile fit un pas en avant, se plaçant aux côtés de Valentin. Non, pas derrière. Je suis déjà mariée à quelqu'un de vrai, dit-elle d'une voix ferme. Un homme qui me respecte, qui me donne des choix, qui ne me vend pas au plus offrant, chose que vous n'avez jamais été. Le silence fut profond. Augustin et Félix échangèrent des regards choqués. Personne ne parlait ainsi à monsieur Armand Moreau. « Vous le regretterez, » dit le père d'une voix dangereusement basse. « Tous les deux, je vais vous rendre la vie infernale. Je vais vous ruiner, Valentin. Je vais vous faire tout perdre. »« J'ai déjà tout perdu une fois, » dit Valentin. « J'ai survécu, je survivrai encore, si besoin est. » Armand monta à cheval avec une colère violente. « Ça ne s'arrête pas là !» promit-il, avant de partir au galop, les autres hommes le suivant. Quand ils se retrouvèrent seuls, Cécile laissa son corps trembler sous la tension accumulée. Valentin la serra fort et fermement. « Tout va bien, » murmura-t-il. « Je ne laisserai rien vous arriver. »« Et vous ?» demanda-t-elle, le regardant. « Peut-il vraiment vous ruiner ?»« Qu'il me ruine alors, » dit Valentin. « Certaines choses valent la peine d'être combattues. Vous en êtes une. » Et à ce moment-là, avec le soleil couchant derrière eux et le danger planant dans l'air, ils surent que ce qui grandissait entre eux était réel. C'était de l'amour, encore nouveau, encore fragile, mais c'était de l'amour, et il valait n'importe quelle bataille, n'importe quel sacrifice. Les menaces de monsieur Armand Moreau n'étaient pas vaines. Les jours qui suivirent, Valentin commença à sentir le poids du pouvoir du fermier. Le propriétaire de l'épicerie, où il achetait toujours, l'informa avec gêne qu'il ne pouvait plus lui vendre. La banque, où il gardait ses économies, refusa le prêt qui avait été préapprouvé pour acheter plus de terre. Les hommes qui l'embauchaient pour l'aider à la récolte se désistaient au dernier moment, clairement sous pression. Tout le village savait ce qui se passait. Armand utilisait son influence pour isoler Valentin, pour lui rendre la vie impossible, pour le forcer à regretter le mariage. C'était une guerre silencieuse, mais efficace. Valentin ne se plaignait pas. Il se réveillait avant le soleil, travaillait 2 fois plus pour compenser le manque d'aide. Il allait chercher des provisions dans un village voisin quand Saint-Georges lui fermait les portes. Mais Cécile voyait la fatigue s'accumuler sur son visage, les rides se creuser, les épaules se courber sous un poids invisible. Une nuit, elle le trouva assis dans la cuisine sombre, la tête dans les mains. Le compte de l'entrepôt était ouvert sur la table, des chiffres rouges criant le déficit. Elle alluma lentement la lanterne. « C'est grave ?» demanda-t-elle doucement. Il leva la tête. Ses yeux étaient fatigués, mais non vaincus. « Ça a été mieux, » admit-il, « mais nous allons nous en sortir. » Cécile s'assit à côté de lui et prit sa main dans la sienne. « C'est de ma faute, » dit-elle. Sa voix était chargée de culpabilité. « Si vous ne m'aviez pas épousé, rien de tout cela n'arriverait. »« Non, non, » dit Valentin fermement, se tournant pour la regarder dans les yeux. « Rien de tout cela n'est de votre faute. C'est la faute d'un homme cruel qui n'accepte pas que sa fille ait sa propre volonté. Vous n'avez pas choisi d'avoir ce père. Vous avez seulement choisi de vivre avec dignité. »« Mais vous en payez le prix ?» insista-t-elle. « Vous perdez tout à cause de moi. » Il lui serra la main. « Cécile, regardez-moi. » Elle obéit. « Avant que vous n'arriviez, j'avais une ferme, de l'argent, la paix. Mais savez-vous ce que je n'avais pas ? Une raison de me réveiller le matin, l'envie de vivre, l'espoir que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Vous m'avez donné tout cela, alors ne venez pas me dire que je perds. Je gagne ce qui compte vraiment. » Les larmes qu'elle retenait finirent par tomber. Valentin les essuya avec son pouce, délicatement. « Ne pleurez pas, » demanda-t-il. « Nous sommes plus forts ensemble qu'ils ne l'imaginent. » « Comment pouvez-vous en être si sûr ? » « Parce que j'ai déjà vécu sans rien à l'intérieur, » dit-il. « J'ai été un homme vide traversant la vie. Et je préfère 1000 fois être pauvre, mais vous avoir à mes côtés, que tout avoir, mais être de nouveau seul.
Cécile se jeta dans ses bras, l'embrassant fort. Valentin la serra, enfouissant son visage dans ses cheveux, qui sentaient le savon et le romarin. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre contre les tempêtes de la vie. Quand ils se séparèrent enfin, il y avait une nouvelle détermination dans leurs yeux. « Nous allons lui montrer qu'il ne peut pas nous briser, » dit Cécile. « Nous allons le faire, » acquiesça Valentin. Cécile commença à vendre ses travaux de couture avec plus d'ardeur. Elle allait de maison en maison dans les fermes voisines, offrant ses services. Elle brodait tard dans la nuit, les doigts douloureux, mais fermes. L'argent qu'elle gagnait aidait. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Valentin agrandit le potager, commença à élever plus de poules, vendait des œufs et des légumes dans le village voisin. Ils économisaient chaque centime, travaillaient côte à côte, se soutenaient mutuellement, et dans ce processus, l'amour entre eux grandissait. Ce n'était plus seulement du confort ou de la commodité, c'était un véritable partenariat, une admiration mutuelle, c'était se regarder l'un l'autre et sentir le cœur se réchauffer. C'était de petits contacts qui devenaient plus fréquents, plus intimes. C'était des rires partagés, même les jours difficiles. C'était construire quelque chose ensemble contre toute attente. Un après-midi, 2 mois après la menace d'Armand, Valentin était dans le verger, cueillant des poires, quand il vit Cécile s'approcher de lui. Elle portait une simple robe de coton bleu clair, les cheveux attachés, mais quelques mèches s'échappaient autour de son visage, rougi par le soleil. Elle souriait, et c'était un sourire qui illuminait tout autour d'elle. « J'ai réussi », annonça-t-elle en s'approchant. Madame Hélène de la ferme de l'autre côté de la rivière a commandé le trousseau complet pour sa fille qui va se marier. Ce sont 15 pièces. Ça fera presque 1000 francs. Valentin laissa tomber le panier de poires et la prit par la taille, la faisant tournoyer en l'air. Cécile cria de surprise et ensuite rit, ce rire franc et joyeux qu'il avait appris à aimer. Quand il la reposa par terre, ils restèrent immobiles, très près l'un de l'autre, les sourires disparaissant lentement, tandis que quelque chose de plus intense prenait place. « Cécile, » dit Valentin doucement, « puis-je vous embrasser vraiment cette fois ?»« S'il vous plaît, » murmura-t-elle. Il l'embrassa sous les poiriers avec le soleil de l'après-midi doré autour d'eux. Ce ne fut pas un baiser chaste et bref comme celui de la cérémonie. Ce fut un vrai baiser profond, chargé d'un sentiment qui avait été retenu trop longtemps. Ses mains sur sa taille, ses mains à elle sur sa poitrine, leur cœur battant vite, leur respiration mêlée. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « Je vous aime », dit Valentin, les mots sortant avant qu'il ne puisse réfléchir. « Pas de la même manière que ma chère Lucille. C'est différent, mais c'est réel et c'est fort. Et je vous aime. » Cécile sentit les larmes revenir, mais c'étaient de bonnes larmes cette fois. « Je vous aime aussi, » avoua-t-elle. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, si c'est quand vous m'avez défendu contre mes frères, ou quand vous êtes tombé malade, et que je me suis réveillé en vous regardant, ou à un moment entre cela et maintenant. Mais c'est arrivé, et je vous aime. » Ils s'embrassèrent de nouveau, plus doucement cette fois, savourant le moment. Autour d'eux, le verger semblait célébrer, les arbres balançant dans la légère brise, les poires mûres pesant sur les branches, prêtes à être cueillies, tout comme leur amour était prêt à être pleinement vécu. Cette nuit-là, Cécile ne retourna pas dans sa chambre, elle resta avec Valentin et, pour la première fois depuis 3 ans, il ne dormit pas seul. Ils conversèrent tard, allongés côte à côte, les doigts entrelacés, partageant rêves et peurs et espoirs. Et quand ils s'endormirent enfin, ce fut un sommeil tranquille de ceux qui ont trouvé leur place. Les mois passèrent. L'automne arriva, peignant les arbres d'or et de rouge. Les récoltes furent bonnes, malgré toutes les difficultés. Valentin et Cécile travaillaient comme une équipe parfaite, chacun sachant instinctivement ce dont l'autre avait besoin. Elle apprit à travailler la terre. Il apprit à cuisiner ses recettes. Ils partageaient les tâches, partageaient les problèmes, partageaient les joies. La pression d'Armand continuait, mais ils avaient appris à survivre, malgré elle.
Ils trouvèrent des fournisseurs dans d'autres villages, se firent des amis qui ne se souciaient pas des menaces du puissant fermier. Madame Claire et son mari devinrent des amis proches, rendant fréquemment visite, apportant un soutien moral et pratique. Mais la situation ne pouvait pas durer éternellement. Quelque chose devait céder. Le changement survint un froid matin de juin. Valentin était allé dans le village voisin chercher des semences quand il croisa le père Antoine sur la route. Le prêtre semblait perturbé. « Valentin !» l'homme l'appela, lui faisant signe de s'arrêter. « Je dois vous parler, c'est important. » Ils s'arrêtèrent à l'ombre d'un grand arbre. Le prêtre respira profondément avant de parler. « Monsieur Armand prépare quelque chose. » dit-il. « J'ai entendu des commentaires. Il veut porter l'affaire en justice, prétendre que le mariage a été fait sous la contrainte, que vous avez profité de la situation vulnérable de Cécile. » Valentin sentit la colère brûler. « C'est un mensonge, » dit-il entre ses dents. « Je sais, » dit le père Antoine. « J'étais là, je les ai mariés. Je sais que c'était un choix libre des deux, mais Armand a de l'argent et de l'influence. Il peut convaincre un juge d'annuler le mariage. Et si cela arrive, il forcera Cécile à retourner chez lui. « Sur mon cadavre, » jura Valentin. « Cela pourrait en arriver là, » avertit le prêtre sombre. « Armand est un homme dangereux quand il est contrarié. Vous devez être prudent. » Valentin rentra chez lui, la nouvelle lourde dans sa poitrine. Il raconta tout à Cécile, qui devint pâle. La possibilité d'être forcé de retourner dans cette maison, à cette vie, était pire que la mort. « Je ne le permettrai pas, » promit Valentin. « Nous fuirons si nécessaire. Nous vendrons tout et recommencerons ailleurs, où il ne pourra pas nous atteindre. »« Et abandonner tout ce que vous avez construit ?» demanda Cécile. « Votre terre, votre maison, vos souvenirs de Lucille. »« Les souvenirs, je les emporte avec moi, dit-il. Et la terre n'est que la terre. Vous êtes ma famille maintenant. Là où vous êtes, c'est là que je suis. » Mais avant qu'ils ne puissent élaborer un plan, les choses se passèrent plus vite que prévu. 3 jours plus tard, 2 hommes de justice apparurent à la ferme avec un mandat. Armand avait obtenu une ordonnance du tribunal pour l'enquête sur le mariage. Cécile était convoquée pour témoigner et jusque-là, pour sa protection, elle devait rester sous la garde de son père. « Non, » dit Valentin bloquant la porte. « Elle ne partira pas. »« Ce n'est pas votre choix, » dit l'un des officiers. « C'est un ordre du juge. » Cécile retint le bras de Valentin. « Tout va bien, » dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait vraiment. « Je vais dire la vérité. Le juge verra que le mariage était légitime. » Valentin la regarda, la peur évidente dans ses yeux. « Et s'ils ne vous croient pas, ils me croiront, » dit-elle avec une conviction qu'elle ne savait pas si elle avait, parce que c'est la vérité. Elle rassembla quelques vêtements dans un petit sac. Valentin l'embrassa fort sur le pas de la porte. « Je me battrai pour vous, » promit-il. « Je ferai tout ce qu'il faut pour vous ramener. »« Je sais, » dit-elle, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je vous aime. »« Je vous aime aussi, » répondit-il. Les officiers l'emmenèrent. Valentin resta immobile au milieu de la cour, impuissant, voyant la femme qu'il aimait être emmenée. La maison qui avait repris vie grâce à sa présence semblait soudain vide de nouveau. Mais il n'allait pas abandonner, pas cette fois. Il chevaucha jusqu'à la maison de Madame Claire, raconta tout. Elle et son mari offrirent leur aide immédiate. « Nous allons parler à tous ceux que nous connaissons, » dit Madame Claire. « Nous allons raconter la vérité. Les gens doivent savoir quel genre d'homme est Monsieur Armand Moreau. » Valentin alla voir le père Antoine, qui promit de parler au juge, d'attester personnellement que le mariage était légitime. Il alla voir toutes les femmes pour qui Cécile avait cousu, leur demandant de témoigner de son caractère. Il alla voir les quelques commerçants qui faisaient encore affaire avec lui, leur demandant leur soutien. Et puis, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il alla à la messe du dimanche. L'église était pleine quand il entra. Les conversations cessèrent, toutes les têtes se tournèrent. Valentin s'avança jusqu'au premier rang, où il s'asseyait avant la mort de Lucille, et s'agenouilla.
Il pria avec une ferveur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne pria pas pour le retour de Lucile, il pria pour avoir la force de se battre pour la femme qu'il aimait. Alors, le père Antoine monta à la chaire pour le sermon et fit quelque chose d'inattendu. « Aujourd'hui, je veux parler du jugement. » Il commença. De la facilité à juger les autres, mais de la difficulté à comprendre. De la façon dont parfois nous condamnons des gens pour des choix qui en réalité montrent du courage. L'Église devint absolument silencieuse. Tout le monde savait de qui il parlait. « Je connais un homme, continua le prêtre, qui a tout perdu et a vécu mort pendant des années, et je connais une femme qui a été expulsée de sa propre maison pour avoir refusé un mariage forcé. Ces deux-là se sont rencontrés, se sont aidés, se sont mariés de leur plein gré et sont maintenant punis pour avoir osé chercher le bonheur. Est-ce cela la justice ?» Il y eut des murmures dans l'église. Armand, qui était quelques rangs derrière, se leva furieux. « C'est absurde, tonna-t-il. Vous n'avez pas le droit de parler des affaires privées de ma famille. »« Si, j'ai le droit, » dit le père Antoine d'une voix ferme. Quand la justice est pervertie par l'orgueil et la vengeance, quand deux bonnes personnes souffrent à cause du caprice d'un homme puissant, Dieu voit tout, monsieur Armand Moreau, et il ne juge pas par la richesse ou le pouvoir, il juge par le cœur. Armand sortit de l'église en claquant des pieds, entraînant sa famille avec lui, mais beaucoup de gens restèrent. Et quand la messe se termina, plusieurs d'entre eux vinrent parler à Valentin, offrant leur soutien, disant qu'il témoignerait en sa faveur et celle de Cécile, si nécessaire. Madame Simone, qui lui avait tourné le dos quelques semaines auparavant, s'approcha les larmes aux yeux. « Je suis désolée, dit-elle. J'ai eu peur de déplaire aux Moreau, mais ce qu'ils vous font, à vous et à Cécile, est faux. C'est une bonne jeune femme, et vous êtes un homme bon. Je parlerai au juge. » D'autres suivirent. Un par un, les gens du village qui avaient été réduits au silence par la peur commencèrent à parler. La marée était en train de tourner. Pendant ce temps, à la ferme des Moreau, Cécile était enfermée dans sa propre chambre d'enfance. La porte était verrouillée de l'extérieur. Les fenêtres avaient des barreaux qui n'étaient pas là auparavant. Elle était prisonnière, littéralement. Son père venait la voir tous les jours, essayant de la convaincre de dire au juge que le mariage avait été forcé. « Vous avez juste à dire qu'il a profité de votre désespoir, » argumentait Armand, « que vous n'aviez pas le choix. Je m'occupe du reste. »« Jamais, » répondait Cécile toujours. « Le mariage était mon choix. Valentin ne m'a jamais forcé à rien. Je l'aime. »« Amour !» Le père cracha le mot avec mépris. « Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. C'est la confusion d'une jeune femme désespérée avec un homme qui lui a donné un abri. Je sais exactement ce qu'est l'amour, » répliquait Cécile. « C'est se réveiller heureuse parce que je sais que je vais le voir. C'est travailler côte à côte et être fière de ce que nous avons construit ensemble. C'est avoir quelqu'un qui me respecte, qui me donne des choix, qui me fait me sentir précieuse. Cela, monsieur, vous ne me l'avez jamais donné. » Les conversations se terminaient toujours avec le père, sortant furieux, claquant la porte. Mais Cécile ne cédait pas. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre à barreaux, se demandant comment allait Valentin, s'il mangeait bien, s'il arrivait à gérer tout le travail seul. Elle pleurait de manque pendant les longues nuits froides. Si vous suivez cette histoire, et que vous encouragez l'amour de Valentin et Cécile, laissez un j'aime maintenant et partagez avec quelqu'un de spécial. L'audience avec le juge fut fixée un mois après la séparation forcée. C'était un jour froid et gris de juillet lorsque Cécile fut conduite au tribunal improvisé dans la maison du juge de paix du village. Valentin était déjà là, attendant dehors. Quand il la vit, son cœur se serra. Elle était plus maigre, pâle, avec de profondes cernes, mais quand leurs yeux se rencontrèrent, elle sourit. Elle sourit vraiment. Ce sourire qui illuminait tout. Ils ne purent pas parler. Les officiers gardèrent leur distance, mais le regard fut suffisant. Il transmit tout ce qu'ils avaient besoin de se dire. « Je t'aime, je vais bien. Nous allons surmonter cela. » L'audience fut longue et tendue.
Armand présenta sa version, peignant Valentin comme un profiteur qui avait séduit une fille vulnérable. Il amena des témoins payés qui dirent avoir vu Valentin forcer Cécile à faire des choses. C'étaient des mensonges évidents, mais ils furent dits avec conviction. Puis ce fut le tour de la défense. Le père Antoine témoigna, racontant comment il avait assisté au développement de leur relation, comment il avait vu deux adultes faire le choix conscient de se marier. Madame Claire témoigna du caractère des deux. Madame Simone et d'autres femmes du village parlèrent de la façon dont Cécile était une travailleuse honnête, comment le mariage était clairement heureux. Et finalement, Cécile fut appelée. Elle se leva, les jambes tremblantes, mais la tête haute. Le juge, un vieil homme à l'expression sévère, la regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Moreau, commença-t-il. « Madame Dubois, corrigea-t-elle d'une voix ferme. Mon nom est Cécile Dubois. » Il y eut un murmure dans la salle. Le juge frappa son marteau, demandant le silence. « Madame Dubois, alors, dit-il, racontez avec vos propres mots comment ce mariage s'est produit. » Cécile respira profondément, raconta tout. Comment elle fut expulsée de chez elle pour avoir refusé un mariage forcé, comment elle vécut seule, travaillant honnêtement, comment elle rencontra Valentin quand il était malade, comment il lui offrit un travail digne, comment la relation grandit naturellement, comment il ne la força jamais à rien, lui donna toujours des choix, comment ils tombèrent vraiment amoureux. « Et avez-vous aimé cet homme avant ou après qu'il ne vous propose le mariage ?» demanda le juge. « Avant, » répondit-elle sans hésiter. « Je l'aimais déjà quand j'ai accepté de me marier, et je l'aime encore plus maintenant. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Il me traite avec un respect que mon propre père ne m'a jamais donné. Il me fait me sentir précieuse. Il me donne envie d'être meilleure. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est de l'amour véritable. Même si vous perdiez ce mariage, vous perdriez votre seule sécurité, fit remarquer le juge. Vous n'auriez plus rien. Je préfère n'avoir rien et être libre que tout avoir, et être prisonnière, dit Cécile, regardant directement son père. J'ai vécu des deux manières. Je sais ce qui est le mieux, et le mieux, c'est d'être avec un homme qui m'aime vraiment, même si nous devons manger du pain dur et vivre dans une humble maison. Le juge resta silencieux un long moment, l'étudiant. Puis il regarda Valentin. « Monsieur Dubois, levez-vous. » Valentin obéit, le cœur battant fort. « Aimez-vous cette femme ?» demanda le juge directement. « Oui, » répondit Valentin sans hésiter. « Plus que ma propre vie. Et si j'annule ce mariage maintenant, que ferez-vous ?»« Je me battrai, » dit Valentin, « de toutes les manières légales possibles. Je ferai appel. J'irai même jusqu'au gouverneur si nécessaire. » Et quand toutes les options légales seraient épuisées, il s'arrêta, regarda Cécile, puis se tourna vers le juge. « Je m'enfuirai avec elle où que ce soit nécessaire, car la vie sans elle n'est pas une vie qui vaille la peine d'être vécue. » Le juge secoua la tête, mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. « 60 ans sur le banc, et je suis encore surpris par les gens, » murmura-t-il. Puis il frappa son marteau. « Ma décision est la suivante. Je ne trouve aucune base légale pour annuler le mariage. La femme est adulte, elle était en pleine capacité mentale, elle a fait un choix conscient, le mariage est valide et restera valide. Madame Dubois est libre de retourner chez elle avec son mari. » La salle explosa de réactions. Armand cria des protestations. Les partisans de Valentin et Cécile applaudirent, mais Valentin et Cécile n'entendirent rien de tout cela. Ils coururent l'un vers l'autre, s'étreignirent au milieu du tribunal, elle pleurant sur son épaule, il la tenant comme s'il n'allait jamais la lâcher. « C'est fini, » murmura-t-il, « c'est fini, vous rentrez à la maison. »« Je rentre à la maison, » répéta-t-elle entre les larmes, « dans notre foyer. » Armand tenta de s'approcher, mais le juge frappa de nouveau son marteau. « Monsieur Moreau, je considérerai toute autre interférence comme un outrage. Je vous suggère fortement d'accepter la décision et de laisser votre fille en paix. » Le fermier regarda Cécile une dernière fois. Il y avait de la colère là, mais aussi quelque chose de plus.
peut-être de la reconnaissance, peut-être même un respect réticent. Elle l'avait affronté, elle avait choisi son propre chemin, et elle avait gagné. Il tourna le dos et partit, ses fils le suivant. Valentin et Cécile retournèrent à la ferme sous le soleil qui avait finalement percé les nuages. La maison les attendait, et elle n'avait jamais semblé aussi belle. Ils passèrent cette nuit-là simplement ensemble, profitant de leurs retrouvailles, conversant, riant, pleurant des larmes de soulagement, faisant des plans pour l'avenir qui étaient maintenant assurés. Les mois qui suivirent furent ceux de la reconstruction. Avec la victoire légale, les pressions cessèrent. Les fournisseurs recommencèrent à faire affaire. Les commandes de couture augmentèrent. La ferme prospéra sous leur travail commun. Ils ne devinrent pas riches, mais ils avaient assez et ils avaient l'un l'autre, ce qui était tout ce qui comptait. Madame Claire devint l'amie inséparable de Cécile. Les femmes du village l'acceptèrent de nouveau, impressionnées par son courage. Certaines vinrent même s'excuser d'avoir tourné le dos auparavant. Cécile pardonna, car garder rancune était un poids qu'elle ne voulait pas porter. La relation avec sa famille resta rompue. Son père ne lui parla plus jamais. Ses frères l'ignoraient lorsqu'ils se croisaient au village. Cela faisait mal, mais c'était une douleur supportable, car elle avait construit une nouvelle famille, une famille choisie. Valentin, Madame Claire et son mari, les amis de la couture, le père Antoine, étaient une vraie famille, unie par l'amour et le choix, pas seulement par le sang. 2 ans après le mariage, un matin de printemps, Cécile découvrit qu'elle attendait un enfant. La joie fut immense, mais elle fut aussi accompagnée de peur de ce qui était arrivé à Lucille. Valentin ressentit la même peur, mais ne la laissa pas transparaître beaucoup. Il engagea la meilleure sage-femme de la région. Il s'occupa de Cécile avec une attention redoublée. Il priait toutes les nuits pour que tout se passe bien, et cela se passa bien. Un après-midi chaud de novembre, après un long travail mais sans complications, naquit une petite fille, rosée, parfaite. Elle cria fort, annonçant son arrivée au monde, et ce cri fut la plus belle musique que Valentin ait jamais entendue. Il tint sa fille pour la première fois avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. « C'est un don », murmura-t-il. « Une deuxième chance que je ne pensais pas mériter. » « Vous méritez tout le bonheur du monde, » dit Cécile depuis le lit, épuisée, mais radieuse. « Elle aussi le méritera. Nous lui donnerons tout ce que nous n'avons pas eu, la liberté de choisir, le respect, l'amour inconditionnel. » Ils baptisèrent la petite fille Hélène en hommage à la mère de Cécile, qui était morte jeune. La petite grandit entourée d'amour, dans une maison qui respirait le bonheur. 2 ans plus tard vint un garçon qu'ils baptisèrent Michel, et 3 ans plus tard encore une fille, Isabelle. La maison qui avait été morte quand Cécile était arrivée était maintenant pleine de vie. Des rires d'enfants, le bruit de pieds qui couraient, de la joie dans chaque recoin. Valentin se transforma en un père dévoué, qui jouait par terre avec ses enfants, qui racontait des histoires avant de dormir, qui enseignait avec patience. Cécile se transforma en une mère aimante, mais ferme, qui cousait des vêtements, qui faisait des gâteaux d'anniversaire, qui embrassait les peurs et célébrait les victoires. Les années passèrent, les enfants grandirent forts et en bonne santé. La ferme prospéra. Valentin et Cécile vieillirent ensemble, les cheveux devenant gris, les rides marquant leur visage, mais l'amour ne faisait que s'approfondir. Un après-midi d'automne, 20 ans après leur mariage, ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher du soleil. Les enfants étaient déjà adultes. Hélène était maintenant mariée, vivant dans un village voisin. Michel aidait à la ferme, déjà un homme fait. Isabelle étudiait pour devenir enseignante. Valentin tenait la main de Cécile, les doigts entrelacés comme toujours. « Vous regrettez ?» demanda-t-il soudain. « De quoi ?» demanda-t-elle surprise. « De tout. D'avoir refusé le mariage que votre père voulait, d'avoir été expulsée, de m'avoir épousée, de toute cette lutte. » Cécile le regarda l'homme qu'elle aimait depuis tant d'années. Ses yeux étaient toujours les mêmes, marrons et doux, même avec les rides autour.
Son visage était toujours le même avec la barbe maintenant complètement grise. Son cœur était toujours le même, bon et loyal. « Pas un instant, » répondit-elle. Chaque difficulté en valait la peine. Chaque larme, chaque peur, chaque moment difficile. Parce que cela m'a amené jusqu'à vous, m'a amené jusqu'à cette vie, jusqu'à cette famille, jusqu'à ce bonheur. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa avec tendresse. « Moi non plus, je ne regrette rien, dit-il. Surtout pas de m'être réveillé ce jour-là et de vous avoir vu pencher sur moi. C'est le jour où j'ai recommencé à vivre. C'est le jour où j'ai aussi recommencé à vivre vraiment, acquiesça-t-elle. Avant cela, je ne faisais que survivre. » Ils restèrent dans un silence confortable, regardant le soleil descendre à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. Les années avaient été bonnes avec eux finalement. Ils avaient eu des pertes, bien sûr. Madame Claire était morte il y a 5 ans. Le père Antoine était également parti, mais les bons souvenirs restaient, réchauffant comme une braise. Monsieur Armand Moreau était mort 3 ans auparavant. Augustin l'avait fait savoir, mais n'avait pas invité Cécile aux funérailles. Elle ne s'en était pas souciée. Elle avait fait la paix avec cette partie de son passé il y a longtemps. Elle ne gardait pas rancune, mais ne prétendait pas non plus ressentir quelque chose qu'elle ne ressentait pas. Son père avait fait ses choix, elle avait fait les siens. C'était la vie. « Pensez-vous que nous avons eu la plus belle histoire d'amour ?» demanda Cécile soudain, se souvenant de la façon dont les gens du village décrivaient leur relation. Valentin réfléchit à la question. « Je ne sais pas si ce fut la plus belle, dit-il honnêtement. Mais ce fut la nôtre. Elle fut réelle. Elle fut difficile, mais elle en valait la peine. Elle fut construite avec des choix conscients, un travail acharné, un véritable engagement. Et pour moi, c'est plus beau que n'importe quel conte de fées. Pour moi aussi, acquiesça-t-elle en posant sa tête sur son épaule. Le soleil se coucha complètement, et les premières étoiles commencèrent à apparaître. À l'intérieur de la maison, ils entendaient Michel préparer le dîner. L'odeur de la cuisine maison flottait dans l'air. Bientôt, Isabelle arriverait du village. Ce serait une nuit ordinaire, un dîner en famille, des conversations autour de la table, des rires partagés. C'était une vie simple, mais c'était une vie pleine d'amour. Et au final, c'était tout ce qui comptait. De nombreuses années plus tard, alors qu'ils étaient très âgés, assis sur ce même porche qui avait été témoin de tant de moments importants, Valentin et Cécile étaient toujours côte à côte, leurs cheveux complètement blancs, leur corps affaibli par l'âge, mais leurs mains toujours entrelacées, l'amour toujours fort. Hélène rendait visite avec les petits-enfants. Michel s'occupait de la ferme qui serait un jour la sienne. Isabelle, maintenant une enseignante respectée, venait tous les week-ends. La maison continuait d'être pleine de vie, de plusieurs générations réunies, d'amour qui se multipliait. « Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée, Valentin, » dit-elle un de ces après-midi. Sa voix affaiblie par l'âge, mais ferme par conviction. « Nous avons été la meilleure chose l'un pour l'autre, » corrigea Cécile doucement. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Et ils savaient que c'était vrai. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient tous deux brisés, rejetés, seuls, et ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau. Ils avaient prouvé que l'amour véritable n'est pas seulement une passion dévorante, c'est un choix quotidien, un travail commun. Un soutien mutuel dans les tempêtes, c'est construire une famille là où le sang n'atteint pas. C'est regarder la personne à ses côtés après des décennies et sentir encore son cœur se réchauffer. Leur histoire devint une légende à Saint-Georges. Les gens la racontaient à leurs enfants et petits-enfants, l'histoire du veuf solitaire et de la fille rejetée qui avait trouvé l'amour contre toute attente. Comment ils avaient affronté une famille puissante et avaient vaincu. Comment ils avaient construit un véritable bonheur sur les ruines de leur vie détruite. Et quand les gens demandaient quel était le secret, la réponse était toujours simple. Le respect, le travail commun et le courage de choisir l'amour, même quand le monde entier disait non. Ce fut la plus belle histoire d'amour entre le veuf solitaire
et la fille rejetée que personne ne voulait. Une histoire qui prouva que parfois, les personnes que personne ne veut sont exactement celles qui méritent d'être aimées avec le plus d'intensité. Que le rejet du monde ne définit pas la valeur, que la solitude n'a pas besoin d'être permanente, et que l'amour véritable, une fois trouvé, vaut chaque bataille, chaque larme, chaque moment difficile, car au final, ce qui importe n'est pas comment l'histoire commence, mais comment elle se déroule. Et Valentin et Cécile ont écrit leur histoire avec courage, dignité et un amour qui a résisté au temps et à toutes les adversités. Et ils vécurent heureux, non pas parce que tout fut facile, mais parce qu'ils affrontèrent tout ensemble.